c'est une bombe nucléaire. Voilà. Et c'est un peu pour ça qu'ils reportent ça au 3 février, parce qu'ils ne savent pas comment rebondir. C'est certainement pas Bourg qui va traiter le sujet, parce qu'ils sont incapables de le faire. Voilà. Donc je laisse la parole à Fabrice. Alors, je m'appelle Fabrice Bonnard, j'ai été avocat de la Direction Générale des Douanes pendant quelques années à Paris. Et mon histoire commence il y a une dizaine d'années lorsque je tombe par hasard sur un document qui n'aurait pas dû tomber sous mes yeux. C'est la condamnation de la France et de la Direction Générale des Douanes, c'est-à-dire en réalité de l'administration dont j'étais l'avocat. Vous parlez plus fort ou plus... Non, ou alors bien là. Ouais. Non, c'est bon. Donc je tombe un beau jour sur un document sur lequel je ne devrais pas tomber. C'est la condamnation de la Direction Générale des Douanes et de l'État français par la Cour internationale de justice de La Haye. Alors, le droit international et les institutions internationales, c'est assez complexe, mais les Français ne sont pas habitués à entendre parler de la Cour internationale de justice, pour une raison que vous allez comprendre facilement. On connaît davantage en France la Cour européenne ou la Cour internationale, les cours européennes. Mais par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme rend 40 000 dossiers par an. 40 000, juge 40 000 dossiers par an. À titre de comparaison, la Cour internationale de justice n'en a jugé que 200 en un siècle. C'est une juridiction qui est destinée à juger les États entre eux. Il n'y a pas beaucoup d'affaires, il y a environ 200 pays dans le monde et il y a environ 200 arrêts rendus par la Cour internationale de justice. Parmi ces arrêts, la moitié sont d'ailleurs pas vraiment des arrêts, sont des avis consultatifs. Il n'y a donc que la moitié, il y a environ une centaine d'affaires où un État a été condamné par la juridiction internationale pour une violation du droit international. Voilà. Alors, il n'y en a pas beaucoup concernant la France, mais il y en a une qui compte vraiment, c'est un arrêt du 7 juin 1932, par lequel la France a été rappelée dans ses obligations par la Cour internationale de justice en ce qui concernait le territoire de la Savoie. Dans quelles circonstances? Parce que la France a récupéré la Savoie en 1860 grâce à un traité international, le traité de Turin du 24 mars 1860. Et par ce traité, la France a récupéré la souveraineté de la Savoie et ses engagements internationaux. En 1932, la Cour internationale de justice a donc condamné les douanes et condamné la France, qui a été obligée de démonter des guérites de douaniers qu'ils avaient installées entre la Suisse et la France, en violation des droits internationaux de la France qui existaient avant l'annexion. Alors cette décision, elle levait un lièvre, c'est-à-dire d'abord, elle montrait que la Savoie, dont M. Borne est natif, puisque quand je parle de la Savoie, je parle de la Savoie historique, c'est-à-dire actuellement les départements 73 et 74. Donc la Savoie a été rattachée à la France par un traité international et en raison d'une violation du traité de Versailles, c'est-à-dire du traité de paix de la Première Guerre mondiale, la Cour internationale de justice avait condamné la France. Cet arrêt n'est pas connu, il est caché, et même des ouvrages qui se veulent exhaustifs font l'impasse sur cette décision. Pour l'anecdote, sur le site officiel de l'ONU et le site officiel de la Cour internationale de justice, il y a une photo d'archive d'une vieille affaire de l'époque où la Cour internationale de justice ne dépendait pas de l'ONU, mais dépendait de la SDN. Donc à la fin de la Première Guerre mondiale, la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, avait été créée. Et puis en 1945, l'ONU a été créée et a repris la Cour pénale internationale, la Cour permanente internationale de justice de La Haye, qui est devenue la Cour internationale de justice de La Haye, mais qui a repris
sa jurisprudence antérieure. Alors cette jurisprudence de 1932 s'applique et elle est opposable à la France. Alors, j'ai eu l'occasion de défendre des Savoisiens, lesquels mettaient en avant des droits acquis, un certain nombre de droits qui découlaient du statut antérieur de droit international de ce territoire. Et rapidement, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un secret d'État. La France devait, en vertu du traité de paix de la Deuxième Guerre mondiale, et y veiller particulièrement dans la mesure où elle avait été déjà sanctionnée pour une violation du traité de paix de la Première Guerre mondiale, non seulement elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire à propos de la Savoie, c'est l'article 44 du traité de Paris du 10 février 1947, le traité de paix de la Deuxième Guerre mondiale, qui est violé par la France, qui ne va pas notifier à l'Italie le traité d'annexion, qui ne va pas enregistrer à l'ONU cette notification. Or, le traité de paix de la Seconde Guerre mondiale est radical. Si jamais une telle notification n'est pas produite, si elle n'est pas enregistrée à l'ONU, alors le traité de paix de la Seconde Guerre mondiale est très clair. Les traités qui ne font pas l'objet d'une notification suivie d'un enregistrement sont tenus pour abroger. C'est donc la preuve juridique qu'il y a un problème d'abrogation du traité d'annexion de la Savoie. Alors, cette situation va générer un certain nombre d'aventures. L'État va intervenir comme Maître Mirabeau, avocat de Dieudonné aujourd'hui, ou Maître D'Anglehan, qui est un autre avocat de Dieudonné. Les instances ordinales, qui sont en réalité des lobbies issus des lois de Pétain, hein. Toutes les professions réglementées, ça date de cette époque-là. Et les ordres réagissent comme des nervis des institutions françaises au moment où un trouble apparaît et où des avocats ont le courage de venir se mettre en avant. Alors, dans le cas de la Savoie, ça a été très, très amusant, puisque j'ai moi-même fait l'objet de poursuites. Poursuites qui ne sont pas allées bien loin, dans la mesure où, moi, connaissant parfaitement l'administration française et de quoi elle était capable, j'avais anticipé et j'ai fait en sorte de tendre un piège à l'État français, c'est-à-dire à conduire les autorités à me poursuivre, comme ils poursuivaient les Savoisiens sans leur fournir d'avocats, etc. Moi, bien qu'avocat, je me suis laissé condamner sans avocat et sans que les règles de procédure soient respectées. Une fois que cela a été fait, des Savoisiens qui sont arrivés derrière, j'ai fait le nécessaire pour les conseiller et d'aller jusqu'au bout et de mettre face à sa responsabilité la Cour de cassation. La Cour de cassation ne peut pas tolérer que quelqu'un, elle n'a pas le droit de laisser des tribunaux juger des gens qui réclament des avocats et à qui on ne les fournit pas. Alors c'est un petit peu le cas dans l'affaire de Thierry, puisqu'il a un avocat, mais l'avocat subit des pressions qui le dissuadent de défendre Dieudonné ou de le défendre lui plus tard. Alors, le fait que Thierry soit natif de Savoie est très amusant, parce que le cœur du sujet, c'est, à mon sens, une décrépitude des institutions françaises en raison d'une dégradation du respect du droit international par la France. Comment expliquer ça? La France, il ne faut pas oublier, est un empire colonial. En 1932, l'exposition coloniale de Paris de 1932, qui réunit quelque chose comme 20 millions de visiteurs, se situe à l'apogée de l'empire colonial français. C'est-à-dire qu'en 1932,
la France règne sur quasiment la moitié du monde. Et d'ailleurs, c'est amusant, elle se présente comme étant un pays musulman. Car effectivement, à l'époque, la France était la puissance coloniale dont la population musulmane était la plus importante de la société internationale, enfin, de la société de l'époque. Hein. Alors c'est amusant parce qu'aujourd'hui, on a une modification, on est à peine 80 ans plus tard, et on est 80 ans, 1932-2015, en 80 ans, l'empire colonial français a perdu son empire. Il a perdu son empire, mais il n'a pas perdu ses mauvaises habitudes. La mauvaise habitude de considérer qu'elle est une puissance coloniale et une puissance militaire qui non seulement impose ses vues, mais quelque part par ses actions de force, fabrique le droit international. Aujourd'hui, la France de 2015 n'est plus un empire colonial. C'est un des 193 pays de l'ONU. Certes, c'est un pays, une puissance militaire. Certes, c'est un État membre du Conseil de sécurité, un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, mais il n'empêche que d'un point de vue strictement juridique, la situation n'est plus la même. Aujourd'hui, la France doit respecter le droit international, elle est régie par l'ONU, et l'ONU oblige notamment les États à ne pas s'ingérer dans les affaires des autres. Quel est le problème de la France actuellement? Le problème de la France, c'est que sa politique étrangère est illisible. Elle est engagée hors mandat de l'ONU sur des interventions comme la Libye. Elle est emmanchée avec l'OTAN sur l'Afghanistan, et l'opération militaire sur l'Afghanistan est un échec. Elle a refusé d'obéir aux injonctions de l'ONU concernant le territoire de Mayotte, qu'elle a transformé en département il y a quelques années, en violation absolue du droit international. Ça, personne ne le sait en fait. Et la France a pris une mauvaise habitude depuis toujours de se considérer encore comme une puissance militaire qui fabrique le droit international. Mais le droit international a évolué. Le droit international proscrit totalement aujourd'hui l'ingérence dans les affaires extérieures et la souveraineté des États, des autres États. Il faut trouver toujours un moyen de légitimer les interventions en inventant ou en se retranchant derrière de pseudo-crimes de guerre ou de pseudo-crimes contre l'humanité, dont on se rend compte ensuite ils sont cousus de fil blanc. Les armes de destruction massive, les massacres au Kosovo, la situation libyenne, toute cette détérioration du droit international et du respect du droit international pour la France, à mon sens, c'est ça qui crée un problème. Alors, comment le comprendre? Le droit européen, c'est du droit international. La France en rentrant dans un processus d'Union européenne, a bradé sa souveraineté. Elle a bradé sa souveraineté. Elle ne peut plus faire ce qu'elle veut chez elle. Mais elle a l'obligation, normalement, d'appliquer le droit européen, puisqu'elle s'est soumise à l'Europe. Et elle résiste. C'est-à-dire qu'elle a perdu sa souveraineté vis-à-vis des autres États, mais elle exerce le peu de souveraineté qui lui reste vers l'intérieur, à l'encontre de son peuple. D'un côté, elle l'engage dans des processus européens, auxquels elle résiste par ailleurs. Prenons le cas des assurances légales obligatoires. L'Europe organise un système dans lequel il y a la libre concurrence. La réglementation européenne, les directives
toute l'Europe dit liberté de la concurrence, mais ça dérange la France, qui effectivement a son petit système à elle, avec des copains qui ont occupé au fil des décennies des postes clés, des textes français qui sont venus réglementer et rendre obligatoire certaines choses, et la France qui est très frustrée de ne plus avoir de réelle souveraineté au niveau international, au niveau européen, fait de la résistance, mais contre son peuple. C'est-à-dire que l'Europe a des avantages et des inconvénients, mais le peuple français a tous les inconvénients de l'Europe et a aucun des avantages. Exemple des avantages que dans le cas de M. Borne, on voit la France décider de le priver ouvertement. Il y a le fait qu'il conteste la légitimité de RSA, Et MSA. de MSA, qu'il a un dossier assez important dans lequel il pose des questions auxquelles on ne répond pas. Et la seule réponse que cet organisme, qui est délégataire de service public français, va lui opposer, c'est de mandater un huissier, c'est-à-dire un auxiliaire de justice, qui, aveugle et ne voulant pas rien comprendre, va obéir à des institutions qui sont anachroniques, qui sont anti-européennes, mais qui sont couvertes par la France, parce que, comme elle a perdu sa souveraineté, il faut bien qu'elle la garde un petit peu. Et c'est la souveraineté de pouvoir asservir son peuple en le mettant de force dans un espace européen, dont ensuite elle ne veille pas à lui accorder les protections que l'Europe apporte. L'article 6, par exemple, de la Convention européenne des droits de l'homme oblige la France à garantir à tout justiciable qui comparaît devant une juridiction française d'avoir un avocat et de pouvoir exercer un recours effectif. Ce droit européen n'est pas un droit donné aux Européens, que les choses soient bien claires. C'est une obligation souscrite par la France, c'est la Convention de sauvegarde, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Comme son nom l'indique, lorsque la France rentre dans l'Europe, elle signe une convention dans laquelle elle s'engage, elle s'oblige, elle, la France, à sauvegarder les droits de l'homme. C'est-à-dire que donc les justiciables, voilà, les justiciables qui comparaissent devant sa juridiction, comparaissent devant la juridiction d'un État qui s'est engagé internationalement à garantir un recours effectif. Et qu'est-ce qu'on a? On a quasiment un record de condamnation pour violation de l'article 6 par la France des droits de l'homme, par la France qui a inspiré les conventions européennes de sauvegarde des droits de l'homme, qui a inspiré les déclarations universelles des droits de l'homme à l'ONU, qui est historiquement la mère patrie de la déclaration de 1789. On a une masse de droits français qui se retrouvent écrasés par le droit européen, mais avec une résistance de la France, non pas contre l'Europe, non pas pour exercer sa souveraineté et exiger que les conventions internationales mettent les peuples sous un régime qui a des avantages et des inconvénients. Non, l'Europe aujourd'hui, du fait de la fâcheuse tendance de la France à ne pas respecter le droit international, à s'en moquer, à se croire encore à l'époque des colonies, à l'époque où on pouvait rentrer dans un pays en armes et en prendre possession et transformer les institutions locales en préfecture et en sous-préfecture. En fait, la France continue cette mauvaise habitude. Alors, les profs de droit que j'ai rencontrés en privé pleurent. Ils ne comprennent pas que la diplomatie et les juristes qu'ils ont formés aient mis la France dans une situation pareille. Et puis nous, là, qui sommes le peuple, eh bien nous vivons dans un pays dont la conception du droit international est anachronique, désuète,
et ne correspond plus à la réalité. Alors là, dans l'affaire de Thierry Borne, c'est très intéressant parce qu'il y a deux affaires d'État qui soudain se retrouvent jointes. D'un côté, il y a l'action d'un patriote qui fait des actions pour réveiller ses compatriotes, ses concitoyens. Tu as rajouté quelque chose? Voilà. C'est con qui dort. Et qui, d'un autre côté, est né en Savoie et lui-même concerné par une violation du droit international à sa naissance elle-même. C'est-à-dire que Thierry Borne, il est un peu comme un Algérien avant 1962. Il est considéré comme français bien que né en Algérie. Alors, il est temps que la vérité se fasse jour et il est temps que la France règle ses problèmes internes en se mettant en conformité avec le droit international. Si elle se met en conformité avec le droit international, le peuple ne souffrira pas. Mais si la France continue de violer ouvertement le droit international, d'intervenir à l'étranger, de massacrer avec les avions français des populations civiles, de se retrouver ensuite, quelques mois plus tard, avec un afflux d'immigrés, aujourd'hui les institutions n'ont plus qu'un mot à la bouche, la souveraineté. Est-ce qu'on ferme les frontières? Ce n'est plus possible. Il y a abandon de souveraineté et les conséquences, c'est que les populations françaises souffrent d'un caractère parfaitement illisible de la diplomatie française et de son regard envers le droit international. Alors que les choses soient bien claires, est-ce que les juristes français sont spécialistes du droit international? Pas du tout, puisque en faculté, toutes les options de droit international étaient des options. Peut-être, est-ce que ça a changé avec les dernières générations, mais dans les années 80, encore, alors que l'Europe était déjà quand même bien construite depuis les années 50, eh bien, 30 ans plus tard, le droit européen, le droit international, c'était des options. C'est-à-dire que le magistrat dans lequel Thierry a comparu tout à l'heure, il est vraisemblable qu'il n'y connaît rien. Il n'a pas de formation en droit international. Donc en fait, or c'est un magistrat français d'une France dont les engagements internationaux ont dépossédé la France de son droit personnel et singulier d'édicter des lois. Vous comprenez le problème? Il faut comprendre que le droit européen, c'est du droit international, mais le droit européen est inférieur au droit international. Le droit européen ne peut pas violer la charte de l'ONU. Or, elle le fait. C'est là qu'on commence à approcher le problème juridique qui va se poser dans les termes que je suis en train de vous expliquer très bientôt. C'est-à-dire que la construction de l'Europe a entraîné un abandon de souveraineté, mais cette souveraineté ne peut prospérer qu'à condition que la France ne résiste pas à la transposition du droit européen en ce qu'il protège les Européens dans l'espace interne de la France. Sinon, la France va se retrouver dans la situation qui est la sienne et elle va s'enfoncer dans cette situation, c'est-à-dire que c'est la première de la classe. Si on regarde les chiffres, si on regarde la position historique et géostratégique de la France, normalement, la France devrait être la locomotive de l'Europe. Et non seulement elle n'est pas la locomotive, mais elle est complètement à la traîne, elle se fait condamner, elle ne garde sa première place que sur les mauvais résultats de ses systèmes administratifs, notamment scolaires, sur la condamnation de sa justice pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, toute cette bonne réputation
que la France pouvait avoir il y a ne serait-ce qu'encore une trentaine d'années, elle les perd, mais à une vitesse grand V. Chaque réglementation européenne qui vient se substituer au droit français, si la France ne joue pas le jeu vis-à-vis de son peuple, si elle s'engage et viole par ailleurs le droit international général, eh bien la France est perdue. Déjà, les diplomaties des grands pays ne tiennent plus compte de la diplomatie française. Ils disent, le ministre des Affaires étrangères chinois a déclaré il y a 6 mois, ne me parlez pas de la diplomatie française. Les Français eux-mêmes ne comprennent pas ce que fait leur diplomatie. Nous perdons en puissance économique, nous perdons en puissance militaire. D'où l'échec de la mondialisation. Mais oui, la dégradation des institutions françaises et la manière dont les Français se rendent compte que non seulement ils sont éreintés par des prélèvements, mais en plus ces prélèvements ne suffisent même pas à équilibrer les comptes. C'est-à-dire qu'on est dans un pays surendetté dans lequel les taxations sont au maximum. Et tout ça pourquoi? Pour des engagements internationaux de la France qui au niveau du droit international général, ne respectent pas le droit international général et se croient tout permis. Et au niveau européen, eh bien, ça se traduit par une obligation faite aux Français d'embrasser l'Europe, faute de quoi ils sont considérés comme étant hostiles à l'État français, au moment même où l'État français ne respecte pas le droit international et prive ses citoyens de la transposition de textes qui, normalement, pourraient les protéger si l'affaire était jouée correctement. C'est la violation du droit international et la conception erronée, anachronique du droit international et de la manière dont la France est un pays qui doit donner l'exemple. C'est fini le moment où elle pouvait se permettre de jouer les gendarmes. L'Indochine, l'Algérie sont passés entre-temps. La décolonisation de tout l'empire colonial français est en marche. La Nouvelle-Calédonie doit être soumise à un référendum. Tahiti, récemment, a été inscrite à l'ONU comme territoire devant être décolonisé. Et puis, je terminerai comme ça. Le colonialisme a disparu. On est dans le néocolonialisme, on est dans le postcolonialisme. En réalité, on s'est retiré de pays, les empires se sont retirés de pays, mais ont conservé la mainmise par la corruption, par des investissements ciblés et par la promotion de tel ou tel fantoche politique qui permet de conserver la mainmise. Et cette situation, elle aboutit à une situation hérétique de la France. Aujourd'hui, la France doit faire un virage. Elle doit redevenir grande par ses idées. Si un État dans le monde doit être irréprochable au niveau de l'ONU, n'avoir aucune résolution qui la condamne, aucune injonction auquel elle résiste, c'est bien elle. Car si elle ne le fait pas, alors son image sera définitivement entachée. Et la France ne sera plus rien, car la France n'est plus rien. Elle n'est plus rien dès lors qu'elle a perdu, elle est en voie de perdre à la vitesse grand V tout son empire colonial. Il ne faut pas oublier que l'empire colonial numéro 1, c'était l'empire britannique. C'était un empire colonial maritime. L'empire colonial français était terrestre. Et cette différence est importante parce que les Anglais ont décolonisé, mais ils ont créé le Commonwealth. Tandis que la France, elle, n'a rien proposé. Donc tout ce qui lui reste, c'est sa capacité
à être innovante, à être exemplaire au niveau des droits de l'homme et du droit des peuples. Où est-ce que la France a été exemplaire dans l'affaire libyenne, où l'ONU rend une résolution qui lui dit de sécuriser l'espace aérien au-dessus d'une ville et qu'elle prend l'initiative hors mandat de l'ONU dans le cadre de ses engagements à l'OTAN, mais l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est une organisation militaire, ce n'est pas une organisation politique. Que fait l'OTAN au Kosovo? Que fait l'OTAN en Libye? Que s'apprêtait à faire l'OTAN en Syrie? C'est une dérive. Et en Ukraine, maintenant. Et en Ukraine, évidemment. Et donc cette situation, pour moi, elle est l'explication que les Français doivent comprendre vite pour exiger que la France respecte le droit international, que les gens se plaignent d'être harcelés par les impôts, c'est bien, mais qu'ils se plaignent d'être harcelés par les impôts pour payer des avions qui bombardent en violation du droit international des populations civiles. Voilà quelque chose de plus intéressant. Car si jamais la France faisait des économies, notamment de ses interventions militaires intempestives, même pas sous commandement français, puisque depuis la décision de Nicolas Sarkozy de faire intégrer l'armée française dans le commandement intégré de l'OTAN, ce n'est même plus elle qui décide de l'engagement. Et au niveau des institutions, est-ce que dans tous les engagements français à l'étranger, je pose la question, est-ce que la représentation nationale, c'est-à-dire les élus par le peuple français, ont-ils été consultés? Réponse non. Non seulement ils ne sont pas consultés, mais ils sont tenus à l'écart. Donc le droit international, c'est une matière aride, c'est une matière qui concerne les États, mais il faut comprendre que si on détricote les choses, ça arrive sur l'individu. L'individu qui se retrouve à payer des impôts à un pays qui ne respecte pas le droit international, en particulier lorsque ça dérange ses petits copains. Quand ça dérange ses petites institutions, et que le truc va trop vite, la France se plaint de ne pas avoir de souveraineté, alors elle l'exerce à l'encontre de ses citoyens. Quiconque n'est pas européaniste est anti-français. On consulte le peuple français, voulez-vous du traité de Lisbonne, réponse, eh bien on passe en force et on néglige ce qui a été répondu. C'est-à-dire que là, autour de la table, nous sommes des gens qui sommes soumis à une réglementation européenne par un État qui a abandonné sa souveraineté, mais dont le comportement intrinsèque est fondamentalement contraire au droit international général, donc au droit européen en particulier, avec les conséquences pratiques et concrètes que ça a sur le peuple. Nous sommes dirigés actuellement par des gens qui, au niveau du droit international, sont non seulement des incompétents, mais des dangereux et des malhonnêtes. Réussir à faire dire à une résolution de l'ONU ce qu'elle ne dit pas, réussir à résister à la transposition de directives européennes alors que des condamnations sont déjà rendues, que des centaines de milliers de personnes comprennent qu'ils sont oppressés par un système antédiluvien, non contraire au droit européen. Mais le droit européen, il est jugé par qui? Il est jugé par les juges français. Lesquels juges français ont une formation nulle en droit international, en tout cas pour ceux qui sont un peu anciens, les présidents de juridiction, on peut être certain que leur formation, j'en témoigne, ce ne sont pas des spécialistes. Alors, on a un État avec des diplomates qui se croient à une autre époque, des dirigeants qui combinent, chanstiquent, négocient, bradent de manière anormale la souveraineté du peuple et s'engagent, en ce qui concerne l'Europe,
dans un processus international qui est très bizarre, parce que la France fait partie de l'Union européenne, mais elle fait partie de l'OTAN. Alors l'Union européenne n'a pas réussi à faire une communauté européenne de défense, donc il n'y a pas d'armée européenne. Donc l'armée européenne, c'est l'OTAN, mais l'OTAN, c'est les Américains. Donc la construction européenne n'est pas le propre des peuples européens, il est le joujou des intérêts américains. Le TAFTA, par exemple, qui est quand même un danger majeur pour l'avenir de tous les Européens, de tous les Français et de tous les enfants français en particulier, en est la parfaite illustration. Tout ça est mené en catimini. Les commissaires européens ne sont pas des gens élus, ce sont des gens désignés par qui? Parmi les banquiers. Parmi quels banquiers? Parmi les banquiers américains. Bon, alors donc on a une dérive liée au fait que il faut que ça cesse. Il faut que la France est devenue un trop petit pays pour ne pas avoir l'ambition d'être grande dans sa volonté de respecter elle-même et de faire respecter le droit international, mais de manière rigoureuse, même quand ça la dérange. Et en particulier, lorsque le droit international, je parle de l'Europe, donne des droits à ses citoyens, la moindre des choses, c'est qu'avec une telle dérive et les telles conséquences que ça puisse avoir, les Français ne soient pas les dindons de la farce à tous les niveaux. Ils subissent les coûts des engagements internationaux et ils sont privés du bénéfice qu'éventuellement ces engagements internationaux intempestifs, ayant abouti à une situation abominable qui est que la perte de la souveraineté française, et j'en termine pour résumer les conclusions qui ont été déposées et enregistrées par le tribunal. La France doit saisir l'opportunité de restituer à la Savoie son entière souveraineté. Elle est obligée de le faire, puisque le traité d'annexion est abrogé, plein texte, il n'y a pas eu de notification, il n'y a pas eu d'enregistrement, donc la France a perdu, par l'effet du droit international, 2 départements, en réalité 3 avec Nice. D'accord ? Bon. Elle les a perdus. Elle doit donc restituer à ces territoires la souveraineté qui était la leur au moment de l'annexion. Si la France est obligée par la Cour internationale de justice de restituer aux 2 départements 73 et 74 la souveraineté de cet ancien pays annexé, c'est bien la preuve qu'elle conserve la possibilité de retrouver sa propre souveraineté. Nul ne peut transférer plus de droits qu'il n'en possède lui-même. La France ne peut pas avoir engagé la Savoie au-delà de ses propres engagements. Elle a bradé sa souveraineté, mais elle n'a pas pu, juridiquement, en droit international général, elle n'a pas pu brader la souveraineté de la Savoie. Donc il y a donc 2, même voire 3 départements avec Nice, qui sont encore souverains. Il suffit à la France de se soumettre au droit international général, au lieu de résister, de l'accompagner. C'est un peu comme dans un tourbillon, si les gens ici connaissent le problème. Si vous résistez au tourbillon, vous noyez. Si vous êtes pris dans un tourbillon et que vous faites un canard et que vous accompagnez et que vous sortez par le bas, en fait vous sortez vivant. La France est coincée au niveau européen et au niveau du droit international européen. Elle a bradé sa souveraineté, mais elle a le moyen de la récupérer en restituant son entière souveraineté à 3 de ses départements, faisant là même la démonstration qu'en réalité elle est souveraine. Un État est souverain. Ce n'est pas parce qu'en Europe il y a eu des abandons partiels de souveraineté que le droit international général a changé. Les pays sont souverains. La France est soumise au droit international général. Et les Français peuvent exiger de la France, doivent exiger de la France qu'elle ne s'engage pas dans des processus qui sont coûteux et qui aboutissent
à son suicide. Car un Français de 2015, ce n'est pas un Français de 1932. Un Français de 1932, il pouvait se permettre de ramener sa fraise. Mais un Français de 2015, il ne peut plus le faire. La technologie, la mondialisation, je ne parle pas du mondialisme, mais la mondialisation fait que la France est aujourd'hui dans une communauté internationale faite de 193 pays, États membres. Et donc là, le Scud alors? Alors, Tu vas crever de soif. les conclusions font la jonction entre les deux dossiers. Il y a un problème, une affaire d'État, dans lequel les choses ont bien évolué, puisque la Cour de cassation, le Conseil d'État sont bien embêtés avec ce problème de violation flagrante du traité de paix signé à Paris en 1947. Ces éléments d'information, je les ai transmis à Dieudonné, dont l'avocat chargé des affaires administratives se trouve être Maître Mirabeau. Depuis que Dieudonné a vu son spectacle se faire interdire par Nice, il a engagé une procédure devant le tribunal qu'il a perdue et il a fait des recours. Il est donc en mesure aujourd'hui de prouver que les interdictions dont il a fait l'objet émanent du maire français de Nice, qui est un maire putatif. Putatif, c'est un terme juridique, ça n'a rien à voir avec une prostituée chevelue, c'est quelque chose de putatif, c'est quelque chose qui a l'apparence de l'égalité, mais qui en réalité, quand vous grattez, ne l'est pas. Meilleur exemple, vous épousez une femme qui en réalité est mariée, elle vous le cache, elle n'est pas veuve ou divorcée, ou célibataire, et vous vous retrouvez deuxième mari. Vous êtes le mari putatif. Il y a eu une publication des bans, vous avez signé le registre de l'état civil, etc. Mais il se trouve que juridiquement, vous ne pouviez pas épouser quelqu'un qui l'était déjà. Et vous devenez le mari ou la femme putative. Donc la France est putative. La France est putative, les autorités françaises sont putatives, dès lors que la France n'est pas en mesure de justifier, n'est plus en mesure de justifier de sa réelle légitimité, de sa réelle autorité sur les départements 73 et 74. Or, celui-là est natif d'un de ces départements. Et il se trouve que son avocat est également l'avocat de Dieudonné dans une affaire devenue de droit international, puisque le Conseil d'État est forcément saisi du problème de la légitimité de décision prise pour interdire un spectacle, quand on sait d'ailleurs que l'année dernière, il a fallu en urgence et en catimini réunir vite fait et Mirabeau n'avait même pas eu matériellement le temps de rejoindre Paris pour pouvoir s'opposer à ce qu'une décision soit bricolée sur ordre de l'exécutif par un membre du Conseil d'État. Tous les juristes ont considéré qu'il y avait violation du droit. C'est en réalité par l'habitude prise par la France de se contrefiche de ses droits et de ses obligations qu'elle finit par mettre en place un système dans lequel toutes les obligations et tous les droits des Français partent en capilotade. On a des magistrats qui obéissent aux ordres, on a des magistrats qui ouvertement reçoivent des instructions, on a une garde des Sceaux qui dit qu'elle n'intervient pas, mais qui brandit un document dans lequel un zoom permet de montrer que le document dit exactement l'inverse de ce qu'elle vient d'affirmer, à savoir qu'elle n'intervient pas. Et on a en 2015 la Cour de cassation qui en a marre et qui rappelle, c'est une affaire qui a été jugée le 3 juin 2015. C'est très intéressant, elle est passée totalement inaperçue, il n'y a eu aucune ligne dans la presse, mais pourtant la Cour de cassation rappelle que depuis 1790, c'est-à-dire depuis la création de la Cour de cassation, il est interdit
aux magistrats de faire de la politique. Ils doivent appliquer le droit sans chercher les conséquences que ça peut avoir. Ils ne doivent pas subir de pression. Ils sont indépendants. Et s'ils subissent des pressions et qu'ils y cèdent, ils commettent le crime de forfaiture. Ils peuvent attaquer au pénal. Oui, ils commettent le crime de forfaiture, qui le rappelle la Cour de cassation en 2015. Elle rappelle des fondamentaux, c'est-à-dire de 1790. 1790. C'est-à-dire qu'il y a une dérive de la justice. Et la Cour de cassation en a bien conscience. Elle se rend bien compte que les affaires se succèdent, que les magistrats, parce qu'ils sont, les magistrats français sont soumis au statut de la fonction publique, qu'ils sont, s'agissant du parquet, aux ordres de l'État. Ils sont en plein conflit d'intérêts. Et la Cour de cassation en rappelle aux fondamentaux, c'est-à-dire les magistrats les juges doivent juger, ils doivent appliquer la loi, quelle que soit la conséquence que ça puisse avoir. Ils ne doivent pas céder, c'est ça la véritable séparation des pouvoirs. Et quand on commence à leur dire, ils nous tournent le dos et quittent la salle. Exactement. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà. C'est exactement ça. Il y a le procureur qui s'est levé, qui est parti parce que de toute façon, elle avait bien compris que de toute façon, elle perdait pied. Et qu'elle avait elle avait aucune réponse à fournir de toute façon. La situation de la France est catastrophique. J'ose affirmer que c'est parce qu'il y a eu une dérive et que cette dérive prend des proportions hallucinantes. L'Europe échappe, c'est une créature, c'est Frankenstein, c'est une créature qui échappe à ceux qui l'ont créée. Voilà. Et les magistrats français, aux ordres de l'État français, vont faire tant bien que mal pour essayer de conserver un système anachronique qui ne correspond à rien et dans lequel la France et les Français perdent tout. Ils perdent toute crédibilité. Et ils vont s'épuiser, ils vont porter les bombes de puissances étrangères, ils vont intégrer des organisations militaires qui font des dérives politiques, ils vont imposer des textes européens que les peuples refusent expressément par vote, ils vont en revanche résister à la même réglementation européenne lorsque ça dérange les copains et la corruption interne, et tout ça se termine par le malheur des Français et le suicide français, pour reprendre l'expression, enfin le titre du bouquin de Zemmour, qui a quand même été un succès de librairie, parce que tout le monde en a conscience. Mais est-ce que l'individu a conscience de la conséquence que peut avoir une dérive et une incompréhension, une non-maîtrise du droit international par les dirigeants? Pas du tout. On ne s'en rend compte qu'au bout d'un certain temps. Si on ne fait pas attention aux conditions dans lesquelles le TAFTA peut être adopté, alors ce sont des malheurs sur des décennies que tous les Français vont subir. Il faut, lorsqu'au nom de la France, des engagements sont pris, il faut que ces engagements soient respectés. Il ne faut pas que la France se maintienne dans une situation qui est la sienne actuellement, c'est-à-dire le pays qui se prétend mère patrie des droits de l'homme et qui est dans le peloton de tête des violations du droit des peuples et des droits de l'homme. On a même des dictateurs qui viennent rappeler aux autorités françaises que les conditions de détention de leur pays sont plus respectueuses des droits de l'homme que les prisons françaises. Si la France ne se rend pas compte que le droit international, elle en est l'inspiratrice, elle en est le bénéficiaire et elle doit s'appuyer sur sa position historique pour être une France dans un monde nouveau,
alors la vieille France mourra. Elle sera envahie, elle sera incapable de retrouver ses forces, de retrouver ses esprits, de retrouver ses racines, d'être elle-même. Donc le monde va perdre la France. Bravo. Bravo.